nous avons un État qui est défaillant sur tous les plans, aussi bien au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de tout, sur tous les plans. Prenons par exemple, quand on parle des universitaires. Là, récemment, il y a eu un examen qui s'est passé à la faculté de droit. De droit, voilà. Sur 6781 étudiants, il y a 5 Ah, admis. Vous trouvez ça normal? combien d'admis? 5 50 000. à la première session. Est-ce que vous trouvez Wow. ça normal? Un sage chinois, il y a cela plusieurs siècles, conseiller de son empereur, confia à ce dernier ceci. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies. Écoutez, cher en vie humaine, il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera très facile de les vaincre. Je ne vais pas m'arrêter par là. Parce que sur la situation, il y a eu des commentaires là-dessus. Détruire un pays ne nécessite pas effectivement l'utilisation de bombes atomiques, de missiles à longue portée ou autres armes de destruction massive. Je vais continuer, c'est très important et très intéressant. Il suffit juste de détruire son système d'éducation éducatif en permettant et en encourageant la triche, la fraude et la corruption dans l'éducation et la destruction se fera toute seule. Ça sera juste une question de temps. Je ne m'arrête pas par là. Du coup, des patients morts entre les mains de médecins médiocres, fraudeurs et corrompus, des bâtisses, des autoroutes et des ouvrages d'art s'effondrent car construites par des architectes et des ingénieurs médiocres, fraudeurs et corrompus. Le système économique du pays, ses richesses, ses réserves de change fondront comme de la neige, car entre les mains d'économistes, d'hommes politiques, d'investisseurs et d'hommes d'affaires médiocres, fraudeurs et corrompus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur les antennes de R7, anciennement Teler TV. Je suis Georges Goma pour vous présenter une nouvelle émission Perspective et Prospective, le Congo de la Renaissance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet crucial qui est l'éducation au Congo-Brazzaville. Monsieur Denis Sassou Nguesso, le dictateur qui règne au Congo-Brazzaville, lors de ses vœux de fin d'année, a décrété 2024 comme l'année de la jeunesse. Après 40 ans d'exercice de pouvoir sans partage, M. Denis Sassou Nguesso se réveille et pense à la jeunesse. La jeunesse, comme vous le savez, c'est le creuset de la société. La jeunesse, c'est un potentiel qui prépare la société de demain. Et la jeunesse congolaise est dans une situation tragique. Elle est dans une situation tragique parce qu'elle est désœuvrée. Elle est oisive. Les cas sont légion au Congo-Brazzaville pour décrire cette jeunesse-là. C'est cette même jeunesse qui, il y a quelques années en arrière, a été massacrée au beach de Brazzaville, connu sous l'événement ou la catastrophe des 354 ou 53 disparus du beach. La jeunesse, c'est cette jeunesse-là qu'on a retrouvée mort, entassée dans un commissariat, et nous nous souviendrons, n'est-ce pas, de Chakona. La jeunesse, c'est cette même jeunesse-là qui est criminelle, reconnue l'expression des Kuluna au Congo-Brazzaville. Cette jeunesse criminelle qui règne sur Brazzaville, qui règne sur Pointe-Noire, sur les grandes villes, au su et au vu, n'est-ce pas, des forces de l'ordre. Jamais on n'a vu un Kuluna traduit en justice ou interné dans un centre de rééducation.
C'est cette jeunesse-là que M. Denis Sassou Nguesso découvre aujourd'hui prendre en charge et décréter 2024 comme l'année de la jeunesse. Et pourtant, en 2009, le même monsieur Denis Sassou Nguesso avait décrété l'année de l'industrialisation du Congo qui aurait pu créer, n'est-ce pas, des emplois énormes pour cette jeunesse-là. Et que nenni, jusqu'à aujourd'hui, aucune industrie, bien au contraire, monsieur Denis Sassou Nguesso s'était vertué à détruire, je dis bien à détruire, les industries, le tissu économique forgé par ces dévanciers. Alphonse Massamba Deba, pour ne citer que celui-là. Toutes les entreprises laissées par Massamba Deba ont été détruites les unes après les autres. Et nous voici en 2024 et décrété l'année de la jeunesse. Allez, pour en parler, nous avons une personne que vous connaissez déjà très bien à notre antenne, qui écrit beaucoup, 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 et qui est un médecin de son état, le docteur Aimé Patrice Miakasissa. Sans plus tarder, accueillons notre hôte de marque. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Georges Thomas. Comment ça va Et depuis le temps? bonne année à 2024 à tous ceux qui nous suivent sur cette antenne. Ben merci, merci. Je profite aussi, nous sommes encore au mois de janvier, de vous souhaiter tous mes voeux de santé, et puis de bonheur, de bien-être et de réussite dans toutes vos entreprises. Alors, docteur Miakasissa, vous êtes congolais d'origine, médecin de son état. Vous connaissez bien le système congolais, système politique, économique et social. Nous avons eu pas mal de fois à discuter sur le Congo. Et aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, focaliser notre attention sur 2024, décrété par M. Denis Sassou Nguesso comme l'année de la jeunesse. Quelle impression cela vous donne? Encore un D'emblée, slogan. d'emblée, hein? Oui, mais encore un slogan creux. Comme nous savons que depuis plus de 40 années de pouvoir cumulé, M. Sassou a mis en place beaucoup de projets et il n'y a eu aucune évaluation. Si nous partons des plans, du plan triennal, du plan quinquennal, l'agriculture pour tous, euh, le chemin d'avenir pavé de cailloux, la nouvelle désespérance, maintenant allant plus loin dans l'abîme, nous nous disons que c'est encore un stratagème pour répondre au bouillonnement de la jeunesse congolaise qui est désespérée. Mhm, Parce que la jeunesse, c'est quoi? C'est de la puberté jusqu'à l'adolescence. Et mhm, quand on remonte un peu plus, on prend 25-30 ans, donc ce qu'on appelle les jeunes adultes. Monsieur Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans. Donc il y a déjà beaucoup de Congolais qui sont sortis des statistiques de la jeunesse sous sa mandature. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Et là encore, comme toujours, on met en place des slogans, des projets bidons, dans le seul but de siphonner le trésor public. Alors, vous voulez dire que siphonner le trésor public, et on sait aussi que quand on décrète une année comme cela, c'est un marqueur de temporalité de toutes les façons, c'est-à-dire en principe, on devait cristalliser l'attention sur ce fait-là. Il s'agit de la jeunesse. Et il y a quand même le ministre de la Jeunesse. Est-ce que ce n'est pas un parent du président de la République, quelque part? Parce que, comme ils savent le faire, je pense, pour prolonger votre idée, ils vont mettre des sous là-dedans, non? Quand on a décrété une année comme ça, là, c'est qu'on va mettre les sous qui seront gérés par le ministre de la Jeunesse et du Sport, je pense, qui se trouve être sans gendre, M. Ngolondele. Oui, pour parler de M. Golondé, vous savez qu'il a été maire de Brazzaville. Il a été maire de Maintenant, Brazzaville aussi, ouais, c'est maintenant bien vrai. on ne pourra pas dire c'est Brazzaville-sur-Mer, mais Brazzaville sur le fleuve qui est inondé. Donc, son bilan au niveau de la mairie était catastrophique. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons attendre d'un tel personnage politique. Il est ministre de la Jeunesse et de la Formation qualifiante. Qui attend les instructions de M. Denis Sassou Nguesso quand on sait que c'est lui qui est en charge de ce ministère, qui connaît
mieux les besoins de la jeunesse congolaise, qui devait faire remonter au niveau de la présidence pour qu'on lui donne des crédits, mais c'est le président de la République qui lui dit ce qu'il faut faire. Donc déjà là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que on va sortir des milliards du Trésor public qui seront gérés par le gendre du président de la République, qui est ministre de la Jeunesse et de la formation qualifiante. Il a le droit de nommer qui veut à des fonctions ministérielles, ce qui lui confère à la constitution congolaise de la dictature congolaise, disons. Voilà, donc on va sortir des milliards et après, il n'y aura aucune évaluation. Comme d'habitude, comme ce qu'on a vu dans certains pays, comme au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, on va mettre en place des petites structures pour dire que ces structures vont embaucher les jeunes, et puis à la fin, il n'y aura plus rien du tout. Mais je pense que la jeunesse n'a pas seulement besoin d'une année pour qu'elle émerge dans le paysage, qu'on prenne en compte les besoins de la jeunesse. C'est tout le temps. Donc, c'est un long processus. Regardez ce qu'il y a eu au Congo, Brazzaville. Il y a eu des municipalisations accélérées qui se sont Mhm. soldées par des dégradations accélérées. Donc, Voilà. nous n'avons aucune vision politique. Il faut regarder loin. On ne peut pas, comme dans les projets, se baser uniquement que sur les résultats. Mais, docteur Miakasissa, revenons sur ce que vous avez parlé la destruction. Donnons du sens, donnons de la substance aux mots que nous utilisons là. La destruction, alors que ils disent qu'ils construisent. Ils disent qu'ils construisent. Tous les jours, ils construisent. Mais au fond, c'est de la destruction dont il est question. Je vais vous donner, donnons un peu ces références-là. Euh, euh, vous savez, la pensée chinoise, la pensée chinoise, elle est forte. Elle est forte et elle nous inspire beaucoup. Un sage chinois, il y a cela plusieurs siècles, conseiller de son empereur, confia à ce dernier ceci. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies. Écoutez, cher en vie humaine, il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera très facile de les vaincre. Je ne vais pas m'arrêter par là. Parce que sur la situation, il y a eu des commentaires là-dessus. Détruire un pays ne nécessite pas effectivement l'utilisation de bombes atomiques, des missiles à longue portée ou autres armes de destruction massive. Je vais continuer, c'est très important et très intéressant. Il suffit juste de détruire son système d'éducation éducatif en permettant et en encourageant la triche, la fraude et la corruption dans l'éducation et la destruction se fera toute seule. Ça sera juste une question de temps. Je ne m'arrête pas par là. Du coup, des patients meurent entre les mains de médecins médiocres, fraudeurs et corrompus, des bâtisses, des autoroutes et des ouvrages d'art s'effondrent car construites par des architectes et des ingénieurs médiocres, fraudeurs et corrompus. Le système économique du pays, ses richesses, ses réserves de change fondront comme de la neige, car entre les mains d'économistes, d'hommes politiques, d'investisseurs et d'hommes d'affaires médiocres, fraudeurs et corrompus. Ça me donne de la chair de poule. Ça me donne la chair de poule parce que quand on regarde un peu la situation du Congo, c'est comme si, ben, écoutez, ça a été fait pour le Congo-Brazzaville. Et que ce conseiller de l'empereur chinois avait bien vu que, évidemment, le Congo, c'est incroyable. Je vous laisse un peu. Je voulais vous donner ces références-là pour revenir un peu sur cette notion de destruction, alors qu'il n'arrête pas de nous dire que voilà, on construit la municipalisation accélérée que vous avez évoquée et tout le tralala. Mais tout ceci est tombé dans l'oreille de M. Sassou. Vous et moi, nous avons été formés au Congo. Nous avons eu une éducation qui nous a permis de venir faire des études ici.
de venir faire des études en Europe, d'autres en Amérique du Nord. Mhm. Donc, on se dit, on a formé des gens qu'on a envoyés à l'extérieur et qu'on a empêché que ces gens-là reviennent au pays pour mettre effectivement ce système qu'ils ont mis en place, cette médiocrité institutionnalisée. Mhm. Voilà, donc ça a été pensé, théorisé pour pouvoir rester au pouvoir et avec l'appui de quoi? Avec l'appui des forces de défense et de sécurité, de l'armée congolaise et de la police congolaise. Voilà comment s'est bâtie cette dictature. Donc, il y a des gens qui avaient bien compris ça, qui ont permis à un certain nombre, une certaine vague de partir, surtout ceux qui sont nés dans les années 60, qui sont pratiquement sortis du pays, et ils ont mis en place un système clanique tribaliste qui leur permet de gérer le pays. Et comme on dit, devant l'indifférence de ceux qui savent, mais qui ne parlent pas. Parce que nous avons des intellectuels au Congo. Ben oui. Bon, on parle pas que des universitaires, on parle des intellectuels, ceux qui se mènent à la vie de la cité, ceux qui ont les connaissances pour dire que voilà, le chemin que nous prenons n'est pas le bon. Il y en a partout, au nord, au sud, à l'est et au centre du Congo-Brazzaville. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle sur le silence des intellectuels du Nord. Mhm. Je ne sais pas si c'est des universitaires, disons des universitaires du Nord, qui ne disent rien, qui se tairent, qui rusent avec les principes, qui veulent bien que ça change. Mais ça change pour que le pouvoir reste toujours au nord. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons donner les mêmes chances à tous les enfants du Congo, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre. Voilà ce que nous voulons. C'est Mais, ainsi docteur, que je vais terminer. C'est oui. ainsi que vous verrez que au Congo-Brazzaville, maintenant, s'est développé ce qu'on va appeler l'assistanat politique. Parce que les gens se positionnent. Ils arrivent, ils sont députés, ils sont ministres, pour pouvoir rester aux affaires. Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux maintenant qui règlent les problèmes que l'État devait régler. C'est-à-dire qu'on donne maintenant des kits scolaires à des enfants en fonction de sa région. Moi, je suis du pôle, je vais aller donner des kits scolaires aux enfants du pôle. Mais avant d'être des enfants du pôle, ce sont des Congolais. Donc, les Congolais, il y en a partout dans tout le Congo. Voilà ce à quoi on arrive. Les députés qui sont là pour contrôler l'action du gouvernement, pour voter des lois, se retrouvent à être des donateurs. Voilà, ils prennent leurs sous qu'ils vont donner. Ce n'est pas mauvais, parce que, comme on dit, les ONG viennent à la marge pour corriger les déficiences d'un État. Mais l'État n'existe pratiquement plus. Mhm. Et c'est ça qui est catastrophique maintenant. L'État congolais n'existe plus. Avec tous les milliards de francs CFA que nous avons, mais ces milliards ne servent qu'à entretenir, on va le dire, la famille Sassou Nguesso et un certain clan Boshi, pas tous les Boshi, mais un certain clan Boshi. Mhm. Mais oui, c'est incroyable. C'est incroyable. On l'a dit, nous l'avons dit parfois à certaines émissions que, bon, écoutez, c'est peut-être que le Congolais qui n'a pas, comment je peux dire ça, qui n'a pas cette capacité de décryptage rapide. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays aussi riche que le Congo-Brazzaville, on ne le dira jamais suffisamment. Le Congo-Brazzaville, c'est à peine 5 millions d'habitants. Et encore, quand on regarde un peu la loupe, on n'a jamais fait un recensement très rigoureux et très sérieux pour savoir combien est-ce que nous sommes, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de mouvements, d'immigration au Congo-Brazzaville depuis les guerres, depuis que M. Denis Sassou Nguesso a entrepris de transborder, n'est-ce pas, de la soldatesque étrangère au Congo-Brazzaville. Les Angolais sont-ils tous repartis? On ne sait pas. Les Tchadiens et tout le tralala, toutes les personnes qu'il a amenées au Congo-Brazzaville, qu'à cela ne tienne. Aucun recensement sérieux n'a été fait au Congo-Brazzaville. Mais j'allais dire simplement ceci. Un pays très, très, très riche,
puisque on suit la matinale également. Hein. La matinale a ceci de formidable. Ils sont toujours en train de présenter l'état du baril du pétrole. Et ça, c'est génial. Voilà. Hein? Bon, Bisengo Nabango, pas s'il y a peuple. C'est ce que la matinale dit. Alors, on ne peut pas comprendre qu'un pays comme ça, à revenu intermédiaire, à une petite population, que les jeunes soient majoritairement oisifs, que les jeunes arrivent jusqu'à l'âge de la retraite sans avoir touché un bulletin de salaire. Ça, c'est quand même ahurissant. Et puis, ben, tranquillement, on continue à donner des programmes comme ça à l'emporte-pièce l'année de la jeunesse. Est-ce que les Congolais le comprennent vraiment ce qui leur arrive de c'est ça? Est-ce que au Congo-Brazzaville, il y aura une épaisse couche de nuages devant les Congolais pour ne pas comprendre ce qui se passe en réalité, que M. Denis Sassou Nguesso a décidé de détruire le pays clairement? Je ne ferai pas un site congolais pour dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent ce qui se passe. Il y a un phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est la pauvreté. Les gens sont La très, très pauvreté. pauvres au Congo. Il y a la pauvreté, la précarité. Ils ont fait de ces jeunes-là des obligés. Donc, en leur donnant un t-shirt pendant les élections, 2000 francs, de fois on vous donne 100 000 francs. Mais quand vous savez qu'ils ne peuvent pas vous donner du travail, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent Ils ne veulent avoir pas, hein. Pas des, qu'ils ne peuvent pas, mais ils ne veulent pas. Il y a quand même une différence ils entre ces veulent deux choses. avoir des obligés. On a mis en place des structures. Prenons par exemple le cas des Caire. On a mis plus de 500 milliards de francs CFA. Mais ça donnait quoi? Ça n'a pas marché. Parce qu'ils ne veulent pas bien gérer les affaires pour que les autres ne puissent pas s'en sortir et soient là toujours en train de tendre la main à nos hommes politiques. Or, quand nous faisons de la politique, nous la faisons pourquoi? Pour améliorer le bien-être du peuple. On se rend compte qu'au bout de 40 ans, tout s'est dégradé au Congo-Brazzaville. Même l'existant, ce que nous avions avant, dépéri. Qu'est-ce qu'on fait? Et les gens nous disent toujours que ce n'est pas la faute de M. Denis Sassou Nguesso, c'est la faute de ses collaborateurs. Oh là là, Revenons d'abord pour c'est dire vite dit que là. quand on est un démocrate, on ne reste pas 40 ans au pouvoir. Donc, on est un dictateur. Et c'est le leader qui choisit ses collaborateurs. Donc, les gens qui travaillent, qui sont là, ont été choisis par M. Denis Sassou Nguesso, qui leur a confié des missions. Donc, ils ne font que ce que M. Denis Sassou Nguesso leur demande. Et il y a un problème qui se passe actuellement au Congo. Vous verrez que toutes les réalisations sont faites dans la partie nord du pays ou dans la partie nord de Brazzaville. Mais on veut s'attendre à quoi? À une balkanisation du Congo? Parce que après avoir exploité le pétrole de Pointe-Noire, nous savons tous que dans la partie nord-est du Congo, il y a du pétrole et il y a du gaz Mhm. non encore exploité. Et vous vous rendez compte il y a eu une scission du pays, mais le nord est encore riche parce que les ressources minières, pétrolières, gazières du nord n'ont pas encore été exploitées. Voilà ce qui se passe. Donc, avec toutes les armes qu'ils achètent, M. Sassou Nguesso dépense par an au moins 300 milliards de francs CFA pour acheter des armes, tous les ans. Mais le Congo n'est pas en guerre. Cet argent, on pouvait le mettre dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures, dans plein de choses. On peut faire beaucoup de réalisations. Et pourquoi ça ne se fait pas? Parce que ces gens-là se préparent à quelque chose. On se prépare peut-être à la scission du pays, à la balkanisation. C'est Mais, grave, mais, mais la scission, c'est grave ce que je dis. C'est grave ce docteur, que je dis. Mais, docteur, oui, mais vous parlez de la scission, mais la scission du pays, ça m'étonnerait qu'ils pensent à la scission du pays. Pourquoi je le dis? Ah ben, peut-être ils ont la conviction intime ou la certitude que, vous l'avez dit, le pétrole dans le Nord, mais fondamentalement,
la scission ne serait pas à leur avantage parce que quand on regarde très bien comment les choses évoluent, ben, la stratégie, c'est évidemment d'épuiser les richesses qui sont pour l'instant clairement exploitées dans le sud. Donc, la scission du pays veut dire simplement que si on reste focalisé dans cette dimension ethnique voilà, des appartenances ethniques, mais ce n'est pas à leur avantage, docteur. C'est à leur avantage parce que vous n'avez pas regardé les cartes. Les ressources naturelles dans le nord n'ont pas encore été exploitées. Et il y a beaucoup de ressources naturelles que nous Mais ça ne partageons, sera pas maintenant. Ça que, ne sera pas maintenant d'ici que ça soit que exploité. nous partageons, que nous partageons en commun avec la RDC. C'est la même nappe qui part de la RDC à partir de Maïnombe au niveau du nord du pays. Mais c'est ça, C'est c'est. pas le problème. Mais ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Mais sur les cartes, ça existe. Le nord est aussi riche que le sud du pays. Le Congo, c'est un pays qui est béni des dieux. Donc, ça veut dire que quand il n'y aura plus une goutte de pétrole à Pointe-Noire, il y en aura dans le nord du pays. Quand il n'y aura plus de gaz à Pointe-Noire, il y en aura dans le nord du pays. Voilà. Je ne sais pas si c'est fait à dessein, et vous verrez que toutes les grandes réalisations, M. Denis Sassou Nguesso les fait dans le nord du pays. On construit un petit lycée à Pointe-Noire. Bon, je pense bien que le directeur financier du ministère de, je sais pas, de l'éducation a été mis en prison parce qu'il avait piqué un peu d'argent. Et au nord, on construit un complexe scolaire très, très moderne. Mais on ne peut pas gérer un pays comme ça. Le tribalisme n'est pas une voie politique. C'est pour ça qu'on doit, comme nous le souhaitons tous, se mettre autour de la table et discuter de ce qu'il y a lieu de faire pour ce pays. Donc, qu'on vient nous dire année de la jeunesse, mais est-ce que pour nous c'est la priorité, tout en sachant qu'on ne va pas s'occuper de cette jeunesse? C'est encore des slogans qu'on est en train de nous mettre sur la table. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a jamais évalué un projet. Pendant quand il est revenu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a mis? La nouvelle espérance. Vous avez l'évaluation? Non, c'est la désespérance. Le chemin d'avenir, vous avez une évaluation? Non, c'est un chemin sans issue. Maintenant, allons tous ensemble Mais, voir dans la Bible. docteur, oui, oui, vous parlez du grand Manitou, on va le dire comme ça. Évaluer, mais c'est pas dans son ADN d'évaluer. Une personne qui à côté de lui, une éminence grise, le professeur Théophile Obenga, pour ne pas le nommer, a souligné dernièrement, quand il lui faisait vendre son histoire de la grande université Consulta Kintele, ben, il a dit clairement qu'il a pris beaucoup de temps à M. Denis Sassou Nguesso de comprendre les finalités autour de la construction d'une université. Bon, vous comprenez déjà que si la personne au centre du système, qui a une vision qu'il tient jusqu'au bout, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso lui-même, n'arrive pas à comprendre la portée de certains faits, ben, on n'est pas sorti d'auberge là avec lui là. Hein? Et puis quand vous dites la projection par rapport à la scission entre le Nord et le Congo, il ne faut pas oublier quand même un détail. Le détail, c'est que c'est Monsieur Denis Sassou. La vie politique au Congo a été tempérée et marquée par la personne propre de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pensez, docteur Miakasissa, que Monsieur Sassou n'est pas fait de marbre? Un jour, il disparaîtra tout naturellement. Il n'est pas immortel. Et qu'il y aurait des gens au nord qui vont poursuivre un peu cette vision moribonde de la Mais gestion du Congo. ils sont tous dans le même moule. Et puis, ce qui est dramatique, ce qui est risible, c'est que le slogan du PCC, c'est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Bon, maintenant, c'est tout pour la famille Sassou et les Bossier, rien que pour eux, et rien pour le peuple. Donc, les gens qui sont autour, M. Denis Sassou Nguesso déteint sur son entourage. Et même quand on voit un peu plus loin, quand vous voyez même au niveau
de ce que nous sommes censés appeler l'opposition congolaise. Et ce sont les mêmes que leur aussi qui ont été au PCT, qui pendant comment la période enchantée, comme je l'appelle, de 92 à 97, sont partis à l'UPADS, et maintenant qui repartent au PCT, ce sont les mêmes. Et là, maintenant, quand on voit même au niveau de la Fédération de l'opposition congolaise, qui avait été mis en veille par Mme Claudine Mounari, qui est aujourd'hui députée, mais qui ne parle pas des problèmes du Congo. Mais normalement, à l'Assemblée, elle a tout à fait le loisir de tout dénoncer, puisqu'elle ne sera pas poursuivie. Tout ce qu'on dit à l'Assemblée n'est pas. On n'est pas traduit devant la justice pour ça. Mais elle ne parle plus. Quand vous voyez M. Tati Mabiala, qui a été directeur de l'école du parti, qui a été le dernier ministre de la Défense de feu président Pascal Lissouba, qui a perdu la guerre, mais l'UPADS, c'est la cinquième roue du PCT. Du PCT, ouais, faut le dire. On a un monsieur qu'on estime bien, c'est Clément Bierassa, qui a essayé un peu de réanimer la Fédération d'opposition congolaise. Maintenant, il s'est fait braquer partout par Dembatelo, qui est, je crois, le représentant du parti de monsieur, du général Jean-Marie Michel de Coco. Mhm. Et moi, ça m'a toujours gêné qu'un parti soit représenté par les initiales d'un homme, parce que nous sommes là pour les idées, nous ne sommes pas pour les hommes. Nous soutenons, nous savons que le sort qui est réservé à monsieur, au général Jean-Marie Michel Coco et à monsieur Okombi le ministre Salisa. André Okombi Salissa, ce sont purement des problèmes politiques. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté qu'on appelle ça, le référendum qui a eu en En 2015 pour 2015, ouais. les résultats de l'élection présidentielle. Mais nous ne sommes pas derrière les hommes, nous sommes derrière des idées. Et Mhm. c'est le débat d'idées qui doit prévaloir. Nous ne sommes pas là pour les hommes. Qu'est-ce qu'on voit? On est en train de faire la promotion des personnes. Et ne soyez pas surpris qu'après M. Sassou, que nous faisons du Sassou son Sassou. Parce qu'il y aura eu un culte de la personnalité. Mais nous sommes là pour débattre, tout simplement. Ben oui. Vous avez évoqué Monsieur Mirassa, qui sur la scène politique congolaise Oui, tout à semble fait. être la seule personne qui, évidemment, apporte une critique très, très rigoureuse, basée sur des faits quand il prend la parole, et son argumentaire est fondé sur les faits. Comment vous expliquez le fait qu'il soit comme tout seul comme ça, à côté aussi, la société civile aussi qui essaie de faire son travail. Comment vous l'expliquez un peu cette sécheresse autour de M. Merassa? M. Verassa s'est fait déposséder de la Fédération de police congolaise parce que il y a d'autres qui ont des dessins cachés. Qu'est-ce qu'on veut? Il faut préparer l'après M. Denis Sassou Nguesso. Et qui on peut mettre en avant? Parce qu'il ne faut pas. Parce qu'au Congo, on pense toujours que si c'est un homme du Sud qui prend le pouvoir, il va s'en prendre aux hommes du Nord. Mais si on voit bien l'histoire, ceux qui ont tué leurs compatriotes, ce sont beaucoup plus des hommes du Nord, qui ont tué avec les cours qu'ils appelaient révolutionnaires, mais qui étaient beaucoup plus réactionnaires jusqu'à aujourd'hui. Il y a des familles qui ont été endeuillées. Hein. Jusqu'aujourd'hui, les Dudinganga sont morts. Les Kangila, les Misélé sont morts. Mais le Congo ne s'est Pour pas rien, le Congo ne pour s'est rien. pas pour autant développé. Qu'est-ce que ces gens-là avaient fait? Leur seul tort, c'était d'être du Sud. Maintenant, nous, on va aller au-delà, puisque nous voulons un système démocratique. On va dire le Sud, bien qu'il soit majoritaire, mais prenons par exemple une région, si vous êtes par exemple du Niari, vous n'êtes pas majoritaire au Niari. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller au-delà du Niari pour convaincre les autres, pour porter un projet politique. C'est ce que nous faisons. C'est ce que fait de temps en temps M. Mirassa.
de M. Mirassa se fait déposséder de la fédération d'opposition congolaise parce qu'il y a d'autres dessins. Ce n'est pas lui qu'on veut mettre au pouvoir. On veut mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Tout simplement pour dire que oui, nous voulons que ça change, mais nous voulons que le pouvoir reste au nord. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais là, je vous reprends là, docteur. Mais ils veulent que le pouvoir reste au nord, soit. Bon, les gens du Nord sont des Congolais, de toute façon. Si de manière démocratique, ça pouvait se faire, que le pouvoir reste au Nord démocratiquement, on applaudirait, on applaudirait. Mais quand on voit l'événement ou bien la séquence 2015, Monsieur Mokoko est bien du Nord. Comment on peut s'acharner sur une personne, un personnage, un homme politique de cette manière-là, alors qu'il est de Makwa. Makwa se trouve au Nord. Si on reste sur le principe que le pouvoir reste au nord, est-ce qu'avec M. Mokoko, le pouvoir ne devait pas rester au nord? Comment expliquer un Non, peu cette je ne suis fatwa, cette pas, furie sur la personne? je ne suis pas le porte-parole du général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est à lui de dire ce qu'il veut faire pour le Congo. C'est à lui de dire. Non, Nous, non, mais ce n'est pas ce qu'il veut faire. C'est quand vous dites que ils veulent que le pouvoir reste au nord. Mais avec M. Mokoko, le pouvoir reste oui, au nord. oui, Savoir. mais c'est ce que nous dénonçons. Si démocratiquement, il y a quelqu'un du Nord qui est élu, on va applaudir. Ben oui, oui, Donc, mais c'est ce que je venais de dire. il Oui. ne faut pas que ce soit une tambouille politicienne pour pouvoir imposer quelqu'un du Nord pour dire que M. Non, Denis c'est Sassou clair. Nguesso ne peut être remplacé que par quelqu'un du Nord. Sinon, il y aura la guerre civile au Congo. Il n'y aura pas de guerre civile. Si c'est un monsieur du Nord qui est élu, tant mieux. S'il est élu démocratiquement, tant mieux. Tant Ça ne mieux. posera aucun problème. Regardez, quand on parle de l'ère démocratique au Congo, qui est le véritable, entre guillemets, père de la démocratie au Congo? C'est André Bilongo. Qui a organisé les élections pour les faire? C'est pas André Bilongo. Qui avait été élu? Ce professeur Pascal Isma. Est-ce qu'il a organisé les élections après? Non. Et c'est ce qui nous entraînait dans le chaos dans lequel nous sommes. Bon, mais là aussi, c'est Je quand vais même prendre un un peu trop petit dire. exemple. Je vais C'est vite prendre, dit, là, docteur oui, Miakasissa. à Pascal Issouba n'a 30 pas secondes. organisé les élections, mais c'est un processus, ça. Hein, Oui, mais, on sait très bien. Je vous donnais cet élément-là, docteur Miakasissa. ouais, En janvier ou en février 1997, j'étais à Paris. Monsieur ouais, Denis Sassou Nguesso s'apprêtait à aller au Congo-Brazzaville. ouais, Il a ouais, fait une conférence de presse vers Sofitel, entre je crois, la place d'Italie d'Enfer Rochereau, vers là-bas. Mais ouais, j'étais là, moi. Quand ouais, c'était acquis, je suis général d'armée ouais, et ouais. on a dit qu'il allait il allait pour faire la guerre au Congo-Brazzaville. Donc, quand même, c'est un peu trop dit rapidement de dire que Pascal Issouba n'a pas organisé les élections, ça nous entraînait là-dedans. Il y avait un Bon, projet déjà. Il y a eu Magenta à Paris, il y a eu comment l'Avenue Rap où Sassou Nguesso, avec ses partisans, ont préparé activement avec leurs amis français, ils ont préparé activement la guerre que nous avons vécue. Donc, à ce niveau-là, je vous reprends en disant que Pascal Issouba n'a pas voulu organiser les élections, ça nous a entraînés là-bas. restons factuels. Quelle était la mission de Milongo, de André Milongo? Assurer la transition, Oui. organiser une Et élection. installer les institutions. Voilà. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a organisé une élection démocratiquement. C'est Mais toutes monsieur. les institutions n'ont pas été installées par la transition, hélas. Ben oui, mais hélas, hélas, mais il a organisé les élections. Donc, quand vous arrivez au pouvoir, la Constitution vous dit que dans 5 ans, il y aura des élections, vous devez les faire. Prenons le cas simplement de la RDC. Je vais faire une digression par rapport à la RDC. Monsieur Tshisekedi, bon, on sait comment il est arrivé. Il y a eu une alternance, tant bien que mal. Il y a aucune œuvre n'est parfaite dans ce monde. Au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tout le monde disait qu'il n'allait pas organiser des élections? Mais il les a organisées. Ça veut dire qu'il a fait ses 2 mandats. Donc, nous souhaitons qu'au bout de 5 ans, qu'il y ait une transition, comment on appelle ça, démocratique en RDC. Ça va donner l'habitude aux gens de se dire, oui, même si j'arrive au pouvoir pour 5 ans, mais je dois quand même organiser les élections. Et ça sera ancré dans la pratique politique. Mais c'est ce que nous Mais n'avons pas eu au Congo. docteur, c'est important ce que nous sommes en train de dire là, parce qu'il faut savoir aussi que
ce n'est pas parce qu'on a organisé une élection que ça a été bien organisé. Sinon, Denis Sassou Nguesso serait tranquille. On ne le critiquerait pas, puisque chaque année, il organise les élections à des échéances bien déterminées. Mais est-ce que Non, pour mais, autant, ça règle le problème? Mais pourtant, non, mais, non, mais non, je comprends. Ça, ce ne sont pas les élections qui font le développement d'un pays, mais ça entre nous une certaine culture. Ben, vous voyez qu'aux États-Unis, il y a certaines élections qui ont été gagnées devant la Cour de justice. Hein, que Bush Junior, il a gagné quoi? Parce que bon, son frère était au Texas, mais le Texas lui a donné toutes les voix, il a gagné. Mais aucune œuvre n'est parfaite. Mais faisons d'abord le minimum, en se disant que quand nous arrivons au pouvoir, nous pouvons gagner ou perdre. Mais nous sommes là pour assurer le bien-être du peuple qui est le souverain primaire. Et c'est lui qui nous donne mandat parce que nous, on vous donne un pouvoir par délégation. Donc il y a un délai. Pendant un certain temps, vous l'exercez, mais avec toute la latitude que vous avez. Mais si au bout de 5 ans de mandature, oui, ah ouais, mais moi, je ne peux pas organiser des élections, comme on disait, mais M. Denis Sassou Nguesso a fait 13 ans au pouvoir, moi je veux en faire 10 ans. Non. Vous pouvez faire 5 ans, vous êtes battu, vous partez. C'est tout. ben oui, oui. Moi, je reviens encore là-dessus. C'est le grief qui est fait à Pascal Lissouba de n'avoir pas organisé les élections. C'est un peu trop vite dit parce que le processus montrait très bien qu'on était en route pour l'organisation des élections en tant que telles. Oui, Et le, mais, mais on veut organiser les élections. M. Pascal Lissouba a eu 5 ans pour mettre en place le Conseil constitutionnel. Mais il n'a pas mis en place. Il le met en place le dernier mois de son mandat. C'est normal, ça. c'est pas normal, c'est pas Ben oui. normal, mais Alors, donc, est-ce que vous pensez qu'il allait dans l'idée d'organiser des élections? Non. Mais le problème, il est là. Le problème, il est là. le problème n'est Il y a toujours eu pas des là. Donc, erreurs, il y a eu des erreurs qui ont été faites. oui, Il faut les reconnaître. M. absolument. Pascal Lissouba avait peut-être un talent politique, on ne peut pas le dénier. Il a été le Premier ministre qui, avec Massamba Deba, ont favorisé l'industrialisation du Congo, ça, on ne peut pas le dénier. Mais euh, les 5 ans n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait s'attendre d'un tel homme politique. Il faut le Bon, dire. l'arbre qui Et- cache la forêt aussi, non, docteur non, mais Yakassissa, il faut savoir aussi que, il faut qu'on se dise il faut qu'on se dise les choses. oui, cette vérité doit être dite. Quels sont ceux qui ont commencé à dire il y a Bakole Hervé? C'est pas sous la mandature du président Pascal Lissouba. Mais quand vous êtes président pour tous les Congolais. Vous ne pouvez pas dire à vos partisans, dites aux autres, il y a Bakole Hervé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant c'est notre tour, on va bouffer et vous allez nous regarder en tant Bon, que ça, spectateurs. ça donne accès à différentes interprétations là Oui, aussi. oui, Hein. mais quelle Il est n'y a pas l'interprétation Hervé, ça pouvait il n'y a donnez-moi la pas vôtre. Hervé, docteur Miakasissa, Oui, mais bien sûr, on peut l'interpréter comme vous le dites, mais on peut l'interpréter aussi avec cette charge que Sassou faisait peser, n'est-ce pas, sur le régime de Pascal Lissouba. Voilà. Donc, mais quelle charge? Qui avait en charge les destinées du pays? Ce n'était pas M. Sassou, c'était M. Pascal Lissouba. Hein? Bon, bon, vous et alors, moi, au bout de 5 ans de mandat, quel est l'édifice que M. Pascal Lissouba construit? mais rassurez-vous aussi, bon, si on reste dans la vérité et aussi dans l'objectivité, on peut quand même se demander, durant cette législature Pascal Lissouba, qu'un président soit élu en 1992 tel qu'il a été élu et qu'en 93 la guerre commence. Quand même aussi, une petite observation, Pascal Lissouba ne peut pas avoir gagné des élections et s'engager directement dans la guerre. 93, on sait bien ce qui s'est passé. Et en 97, on sait bien ce qui s'est passé. Les armes qui partaient du nord rentraient à la main bleue là-bas. Tout ça, c'est quand même des faits qui sont établis. Donc, il y avait une volonté manifeste quand même de bousculer la législature de Pascal Lissouba et qui, du reste aussi, vous le savez mieux que moi, que
l'affaire Matsokota, Poabo et Massoumé, c'est retombé à la conférence nationale sur Pascal Lissouba. Et donc aussi, on peut comprendre que Pascal Lissouba n'ait pas voulu vraiment faire la guerre à Denis Sassou Nguesso pour qu'on lui remette encore ça sur la tête, alors que Poabo, Matsokota et Massoumé, c'est une affaire, les Noumanzala sont là-dedans, et il y avait un président de la République, Massamba Deba, qui était là-dessus. Comment ça peut retomber sur la seule personne de Pascal Lissouba? Donc, quand même, il faut reconnaître qu'une personne ne peut pas avoir gagné les élections royalement, vouloir mettre sa politique en place, et tout de suite en 93, il y a des barricades par-ci, par-là, et puis on crée des situations de guerre, et on voit très bien l'activiste de Denis Sassou Nguesso, qui venait quand même d'être un peu relâché de la conférence nationale, les lavements de main, repartant sur la table rase. Ça, c'est quand même la dynamique propre de la vie politique au Congo-Brazzaville, qui est marquée par l'empreinte de Denis Sassou Nguesso, dont on connaît la nature de la politique, qui est de massacrer, de tuer, et ainsi de suite, de s'installer. Je crois que quand on est en responsabilité, on doit pouvoir assumer ce qui s'est passé. Mais il faut que nous ayons un regard clair, lucide sur notre passé pour Ben pouvoir oui, faire absolument. quelque chose de mieux dans le futur, pour dire plus jamais ce qui s'est passé. Ben Donc, voilà. c'est pour ça que nous en discutons Bon, librement et puis le plus clairement possible. Parce qu'il y a eu des erreurs partout depuis que l'ADN au niveau de la politique congolaise, c'est quoi? C'est la trahison et le sang et le crime. Mais on ne peut plus continuer comme ça. voilà. Bon, alors, recentrons-nous un peu, puisque c'était la jeunesse, on est allé, mais ça permet de Voilà, bien comprendre le on la système. jeunesse. Ça va ensemble avec tout ça, docteur Voilà. Miakassissa. Alors, recentrons un peu notre attention sur cette jeunesse-là et les fameux. Ils ont annoncé, j'ai vu les chiffres, qu'il y aurait plus de 2 millions de jeunes Congolais en demande d'emploi ou de formation. Et que là, le ministre Thierry Mongala, qui est le porte-parole du gouvernement, aura annoncé 10 000 emplois, 10 000 emplois dans le secteur public, dans le secteur public. 2 millions de jeunes sans emploi et 10 petits mille à offrir dans la fonction publique et dont on sait dans la fonction publique aussi c'est quels emplois, qu'est-ce qu'ils vont produire dans la fonction publique. Et tout récemment, quand j'évoquais un peu les situations tragiques par lesquelles les jeunes sont passés, il y a aussi tout récemment Dornano là. Hein, les jeunes qui ont été répondu à une embauche nuitamment. Alors, ma question à vous, c'est un peu, que pouvez-vous dire un peu entre 2 millions de jeunes en demande d'emploi et 10 000 emplois seulement que l'on prévoit? Dans quel secteur vous pensez que ces emplois seront offerts? Mais dans quel secteur? Quel est le premier employeur que vous prenez? C'est l'armée. Ah, c'est l'armée. Ah ben voilà. Mais pourquoi l'armée? On en fait des obligés pour pouvoir conserver le pouvoir. Non, mais tout ceci est irrationnel parce que le Congo-Brazzaville est une dictature. Donc, tout ce qu'on fait dans une dictature n'est pas rationnel. Voilà pourquoi on a déclaré 2024 l'année de la jeunesse. C'est après le drame d'Ornano. Donc, on a voulu dire on va passer un coup de peinture sur une bicoque pour dire que voilà, on veut refaire du neuf sur du vieux, mais ça ne marchera pas. C'est le même logiciel. Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait un dialogue national inclusif au Congo-Brazzaville pour pouvoir remettre à plat tous ces problèmes au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie, au niveau des finances. Il y a plein de domaines fertiles pour pouvoir faire avancer le pays. Mais quand on nous dit il y a 2 millions de jeunes qui sont en demande d'emploi, qu'on mette en place 10 000 postes en une année, mais ce n'est pas possible. Ça ne se fera pas. Moi, je donne rendez-vous en 2025. Si on peut tourner, on est là pour vous dire quel aurait été le bilan. Ça ne se fera pas. Toujours, M. Denis Sassou Docteur Nguesso est Miakassissa, dans les slogans. Ce sont des slogans. docteur Miakassissa, j'ai l'impression que, bon, vos idées ou bien votre vision est louable, hein? Un grand débat, je sais pas moi, un grand forum où tout le monde va se retrouver là
vous n'avez pas l'impression de... Ici au Québec, on dirait en pelleter dans les nuages. Hein. Ici, quand nous pelletons, là, c'est la période neigeuse. Aujourd'hui, c'est tout est blanc dehors. Donc, chacun devant sa peau, sa pellette. On enlève la neige devant soi. Mais quand on dit pelleter dans les nuages, vous comprenez très bien que c'est un peu cette vision Monsieur, que vous avez de monsieur, prêcher dans le désert. Parce non, que mais monsieur dans Jean, un système, je vous dis je- ceci, pourquoi je le dis, docteur, je vous donne cet élément pour que vous brassez, n'est-ce pas, votre réponse. Il y a beaucoup de dialogues qu'ils ont organisés. Le système en place est conscient, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont fait. Hein, ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous pensez que la solution, c'est de s'asseoir avec les mêmes personnes qui ont commis, n'est-ce pas, des forfaits extraordinaires dont ils sont conscients et que dans un espace libre, démocratique, ils n'ont aucun argument à faire valoir? Est-ce que la solution, c'est continuer à travailler avec une équipe comme ça, qui est mouillée jusqu'à la ligne, comme ça? ben, on va pas jeter ces Congolais au fleuve, quand même. Ben non, on ne va pas les jeter au fleuve. Il faut Ils sont chercher là, ils peut-être une existent. solution ou Il y a eu, éradiquer un tel système. Qu'est-ce que vous oui, voulez faire mais il y a avec un eu, tel mais système? il faut Vous voulez mettre faire du fin, nouveau avec ce... mais il faut mettre fin à ce système. Il y a eu la conférence nationale souveraine. Ben oui, je veux bien. Comment mettre ce Le problème système? du Congo-Brazzaville étant une dictature, le problème, c'est sûr que il Ben faut oui, comment un faire? débat. Comment venir à bout de ce système? Comment faire pour arriver là? Et si nous, en tant que démocrates, on ne va pas prendre des armes pour aller Non, 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 on n'a combattre pas dit ça. M. Denis Sassou Nguesso. Ben oui, mais lui, qu'est-ce qu'il nous oppose? Il nous oppose que les armes. J'y suis, j'y reste. C'est pour ça que vous avez l'impression que je Mais, suis dans les les airs. mêmes armes, Parce docteur, que le les mêmes armes. Congo-Brazzaville est une dictature. Mais oui, mais les armes, les armes dont ils se prévalent, ça peut se retourner contre eux-mêmes aussi. C'est-à-dire qu'il faut opérer Ben une oui, intelligence à ce niveau-là. dans ce cas, il faudra que nous ayons les gens comme des Ibrahim Traoré du Burkina Faso ou bien des Assimi Goïta du Mali. Parce que moi, j'ai pas Et la c'est à connaissance, envisager. je n'ai pas cette connaissance militaire pour aller faire un coup d'État. Voilà. Parce que ce que nous disons à M. Sassou Nguesso, nous lui tendons la main. Mais il ne Nous veut pas la disons, oui, prendre, cette main-là, depuis très longtemps. On lui a tendu la main depuis très mais oui, longtemps. mais il faudra continuer, sinon ce sera la guerre civile. Mais la guerre civile, nous n'en voulons pas. Il est arrivé au pouvoir en marchant sur 400 000 cadavres congolais. C'est Non, mais pratiquement, là aussi, il faut c'est faire attention, pratiquement, docteur Miakasissa, la guerre civile. Les Congolais, au fond, quand on regarde très bien les choses, les Congolais n'ont jamais fait de guerre civile. On n'a jamais fait de guerre civile au Congo-Brazzaville. mais la guerre du 5 juin, c'est quoi? C'était pas Oh non, 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 mais écoutez, la guerre du 5 juin, c'est un coup d'État, clair et net, là. On a entraîné les populations dans cette non, affaire-là. oui, Mais non, non, mais ça s'est soyons soldé sérieux, par là. quoi? Ça s'est pas soldé par une guerre qui a continué après. Il y a eu Oui, des oui, massacres oui, il y a eu des barrages où ils ont dans, massacré les gens à tour de bras. Ce n'est pas les ethnies congolaises qui se sont rentrées les uns les autres à faire la guerre. Il faut quand même qu'à ce niveau, même au niveau de la définition des concepts, que nous soyons sérieux. Le 5 juin, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui s'est préparé à reprendre le pouvoir qu'il a perdu par les urnes. Il le disait clairement lui-même. Il est venu s'asseoir, je vous ai dit, à Paris. Nous étions tous à Paris. Il a préparé sa guerre avec ses amis français. Ils sont rentrés au Congo-Brazzaville avec le secours de M. Bongo. Vous êtes au courant aussi quand même de l'article du Canard enchaîné. Un avion qui est parti du Bourget par on ne va pas refaire l'histoire Non, 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 on, fait pas, on établit les archives aussi. qui était C'est en ça l'histoire pour éviter responsabilité, que ça se reproduise. était en responsabilité. Il y a eu même des accords il y a eu même des négociations au niveau de Libreville. Ben oui, 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 mais comment c'était Pour vissé mettre en place, ces pour mettre en place négociations-là? une certaine transition. Il y a eu des accords à Libreville. Donc, de part et d'autre, il y a des responsabilités, autant du côté de M. Denis Sassou Nguesso qui a fait la guerre, autant du côté de monsieur du professeur Pascal Lissouba qui était en Mais soyons, responsabilité. C'est pour ça qu'on dit que c'est une guerre civile. non, oui, oui, c'est mon point de vue, docteur Miakasissa. Et puis La aussi, politique de M. Denis Sassou Nguesso est basée sur le tribalisme. C'est le nord contre le sud. Quand M. Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, il revient au pouvoir en tant qu'homme du Nord.
Et vous voyez maintenant actuellement ce qui se Mais passe. c'est sa haine personnelle contre les gens du Sud. C'est Sassou Nguesso, personnellement, Oui, qui mais a ce sont une des haine contre faits. les gens du Sud. Mais ce sont des faits. Donc, quand les gens du Nord se battent contre les gens du Sud, mais c'est une guerre civile. Voilà. Et Euh, puis, et les puis gens c'est aussi qui disent pas, que il y a l'armée derrière. Il y a personne n'a jamais dit que c'était pas. mais combien de gens du Sud se sont retrouvés avec M. Denis Sassou Nguesso aussi, il faut le dire là. Ah Hein? ben, il y en a plein. Monsieur Mvouba, il n'est pas avec Monsieur Mais Denis. alors, donc à ce moment-là, la Hein? dimension, la qualification est Il y a plus plein de claire. gens il y a plein de gens du Sud qui sont dans le gouvernement de Monsieur Denis Sassou Ben Nguesso. oui, 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 ça c'est la géopolitique, la géostratégie, on le sait très, très, très Ben, bien, voilà, mais mais fondamentalement, les Congolais, c'est pas des gens qui sont prêts à embarquer dans des guerres civiles parce qu'ils se marient déjà entre eux, les gens du Nord, les gens du Sud. Que direz-vous d'une personne dont le père est du Nord et le fils, le père du Nord, la mère du Sud? Il y en a plein comme ça là. Comment va-t-on les qualifier? Donc, c'est simplement, monsieur, là, dans les discussions aussi, docteur Miakasissa, il faudra que nous mettons de la rigueur dans tout cela. Il faut mettre la rigueur. mais Il y a des ambitions, des gens moi, au pouvoir, qui je ont tout suis, le pouvoir et qui entraînent dans leur vision du pouvoir et dans leur agir au pouvoir, ils entraînent le monde dans cette vue qui n'est pas juste quand on dit que c'est une guerre civile qui oppose les ethnies au Congo-Brazzaville. C'est des gens qui ont accédé aux allées du pouvoir, aux combines du pouvoir, qui veulent conserver le pouvoir et qui ont les moyens pour conserver ce pouvoir et qui utilisent toutes, n'est-ce pas, ces pratiques-là et qui massacrent les gens à tour. Ça, c'est qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut mentionner, je pense. ouais, ça c'est votre point de vue, mais un petit élément, qui a créé la réserve ministérielle en étant au pouvoir? Tout en On, sachant qu'il on, y avait les forces de défense et de sécurité. C'était pas une forme de milice? Ah bah oui, ben oui, mais ça c'est des faits. oui, mais à C'est des partir de faits. quand on a vu émerger les cobras, les cocoys, les zoulous, tout ce truc-là? Mais la Les fameuse personne ninjas. dont vous parlez de monsieur, de Mbéry, je Mais crois que maintenant, c'est monsieur mais Mbéry. maintenant, les Mais Obédiwa. après, dans le pouvoir de l'Issouba, on sait très bien que c'était des pions de Denis Sassou Nguesso, certainement dans le régime de Pascal Issouba, puisque après, il s'est retrouvé tout de suite, il a proclamé lui-même, il s'est retrouvé avec Denis Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc là aussi, les petites, voilà, les petites, comment je peux dire ça, les petites stratagèmes des uns et des autres. Il ne faut pas entraîner, je pense, le peuple dans ces petits calculs individuels qui, malheureusement, mettent tout le monde dans des situations difficiles. Donc Donc, là aussi, dans l'analyse, il mais faut voir un peu les stratégies individuelles des qui gens a qui sont choisi, engagés en politique. qui a nommé monsieur, ce monsieur-là, Berry, Berry, ministre de l'Intérieur? C'est pas monsieur mais Pascal. Pascal Issouba. Ben alors, c'était ses prérogatives. C'est lui qui a choisi ses collaborateurs. Ben oui, oui, mais c'est Ben ça. voilà. Mais on ne peut pas ne pas. Maintenant, si derrière, il y a des gens qui sont très malins, il ne faut pas quand même. Un président doit travailler avec des collaborateurs. Ça, c'est clair et net. Bon, maintenant, si ces collaborateurs Un là, collaborateur, c'est quelqu'un de complémentaire. C'est quelqu'un qui est là pour vous apporter quelque chose. Si la réserve ministérielle des Auvergnats a été approuvée par monsieur Lissouba, c'est qu'il savait là où il voulait en venir. oui, mais l'autre chose aussi, comment est-ce que, docteur Miakasissa, comment est-ce que l'armée congolaise a été bâtie? Là encore, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. C'est une réalité construite savamment. L'armée congolaise était une pyramide renversée, ça on le dit, c'était beaucoup d'officiers qui étaient des officiers du Nord, quand même, il faut le dire clairement, docteur Miakasissa. Plein d'officiers et peu d'hommes de troupes. Et dont la stratégie, évidemment, c'était d'embaucher pas mal de jeunes pour que une armée soit dans une pyramide normale, c'est-à-dire beaucoup d'hommes de troupes. Et puis, bon, la guerre du 7-5 juin aussi était motivée par la peur que Jacques Chirac et Sassou Nguesso avaient que l'armée soit, n'est-ce pas, redimensionnée normalement, qu'il y ait beaucoup d'hommes de troupes. Et on a eu des indiscrétions là aussi à Paris que si on laissait les Souba construire une armée comme ça, eh bien, le pouvoir, c'est fini, le pouvoir du Nord, là. Hein? C'est quand même stratégiquement, il y avait aussi cette ligne d'analyse de la chose. Je ne plus penser que en accédant au pouvoir, la priorité de monsieur de feu Pascal Lissouba, c'était
la réorganisation de l'armée congolaise. Ce n'est pas ce que le peuple attendait de son élection. Le peuple attendait autre chose que ça. Mais quand on en arrive là, ce sont des stratégies tout simplement de conservation du pouvoir. Mais c'est ce que nous ne voulons plus. Voilà. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, actuellement, vous dites que je prêche dans le désert, oui, mais parce qu'en face, nous avons une dictature. Et qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez les mains nues devant une dictature? Mais vous prêchez toujours comme on dit, c'est pas la bonne parole. Moi, je ne prêche pas l'évangile, c'est pas la bonne parole. Mais je parle des idées que nous avons pour pouvoir arriver à la concorde nationale. Parce que ce pays n'est pas encore mort, un pays. Il n'y a que deux choses qui nous survivent, la patrie et Dieu. Donc on partira, on laissera tout ça là. Et pendant que nous sommes là, ce n'est pas dans une relative opacité, parce que nous savons la mission que nous avons actuellement. La mission que nous avons actuellement, c'est essayer de remettre le Congo-Brazzaville dans les concerts des nations civilisées. Essayer de faire de telle sorte que nous ayons un certain développement. Monsieur Georges Goma, dans les années 70-80, nous avons été formés au Congo. L'éducation marchait. Oui, Il y absolument. avait à peu près un train de vie correct pour le pays. Je me rappelle à l'INSA, quand on était à l'Institut de médecine, nous Mhm. avions des Burkinabés, des Tchadiens, des Oui, Nordafricains absolument. qui venaient étudier au Congo-Brazzaville. Oui, oui. Parce que nous avions un institut de qualité avec l'appui de l'OMS. Avec, Mais vous le dites, moi j'ai gardé des bons rapports avec des amis avec qui on a fréquenté. Vous étiez à l'INSAN, moi j'étais à Bayardel, des amis tchadiens avec qui on a gardé des bons rapports jusqu'aujourd'hui. Et quand j'ai des membres de famille qui vont au Tchad, ils les reçoivent très exactement. bien. Robert, s'il nous entend, hein, Robert Bombé à la Matoubelle. Et voilà, ça c'est clair en tout cas. Et puis je Voilà. vais vous Donc, dire aussi ceci, ce puisqu'on que, ce, avait commencé ce que, par cette histoire de l'éducation là. Docteur Miakasissa, si vous pouvez toucher un mot sur ce que sont devenus évidemment, est-ce qu'il existe encore des internats où on prenait en charge des personnes qui avaient des situations très difficiles? Et le système d'émulation a complètement disparu. Essayez de nous dire quelque chose un peu sur l'état des lieux de ce système éducatif aujourd'hui. mais, Comme les mais entreprises ont disparu, il y a des bonnes choses aussi qui ont disparu de ce qu'était l'éducation. l'état des lieux, c'est quoi? C'est que nous avons un État qui est défaillant sur tous les plans. Aussi bien au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de tout, sur tous les plans. Prenons par exemple, quand on parle des universitaires. Là, récemment, il y a eu un examen qui s'est passé à la faculté de droit. De droit, voilà. Sur 6781 étudiants, il y a 5 Ah, admis. Vous trouvez ça normal? combien d'admis? 5 5 admis. à la première session. Est-ce que vous trouvez Wow. ça normal? Non, 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 mais écoutez, franchement, On a un grand problème. il y a un grand problème. Vous dites sur 6781 candidats, il y a 5 admis seulement dans une faculté de droit. C'est bien cela. Hein? Est-ce que ça a été vérifié? Parce qu'on a du mal à le croire. Mais ce sont les chiffres que nous avons. Mais c'est pas loin. Mais même quand on voit les résultats au niveau des brevets d'État ou du baccalauréat, c'est pas fameux. Ça veut dire que nous avons un gros problème à ce niveau. Parce que quand on est universitaire, quand on est professeur d'université, il y a quoi? Il y a en fait de l'enseignement ou de la recherche. Mais si ça ne marche pas, il y a lieu de se poser la question. Est-ce que ce sont les étudiants qui sont mauvais? Ou c'est l'enseignant qui est mauvais? Ou c'est le système qui est mauvais aussi. Ben voilà, ou c'est le système qui est mauvais? On a plutôt tendance à pencher sur le système que le pauvre professeur ou les élèves. Voilà. Mais même en plus de ça, mais si nous ne donnons pas les moyens, par exemple, je ne sais pas si à l'université Marianne Gabi, il y a la Wi-Fi qui est gratuite. Déjà que les étudiants ont du mal à avoir un ordinateur. Ils n'ont pas la Wi-Fi. Donc, ils ne peuvent pas accéder à la connaissance. À la Or, connaissance. nous avons la connaissance et
ce qui est le mieux partagé actuellement. Si vous voulez une information, vous la trouvez facilement sur Internet. Effectivement, il faudra que dans nos universités, que nos étudiants aient au moins le minimum d'un ordinateur et au moins accès à l'information qui leur permet d'avoir une formation correcte. Mais ce n'est pas le cas. Ça, ce sont les basiques. Mais comment voulez-vous développer un pays quand vous êtes coupé du reste du monde? La première des choses que nous ici en Europe, en Occident, quand on se réveille, on allume son ordinateur, on ne regarde même pas la télévision, on essaie de voir ce qui se passe. Absolument. Si nous revenons au niveau du problème de la jeunesse, on a politisé la jeunesse congolaise pour que cette jeunesse serve de nervie aux politiciens, aux politiciennes congolais. C'est tout simplement ça. Comme on dit, le poisson pourri par la tête. Par la tête, n'est-ce La pas? tête est pourrie, mais qu'est-ce que vous attendez du reste? Il n'y aura plus rien. Bon, Mais il faudra alors, que nous martelons ce message d'espoir. Nous n'avons pas en face de nous des ennemis, nous avons en face de nous des adversaires politiques. Et on peut dépasser, comment on appelle ça, il peut avoir un dépassement au niveau de nous. Il faut dire que ce qui compte avant tout, c'est le Congo. Ce n'est pas M. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas M. Nyakassissa, ce n'est pas M. Lissouba, ce n'est pas M. Non, c'est le Congo avant tout. Et si nous, à nos âges, nous ne pensons pas à nos enfants ou à nos petits-enfants, c'est quoi? On a tout perdu. Et bon, il ne reste pas, il ne reste plus, malheureusement, on ne va pas faire de la politique éternellement. Il nous reste une grande fenêtre de tir. Il nous reste pratiquement une dizaine d'années. Mais profitons de cette décennie-là pour pouvoir changer le Congo Brazzaville et alors, laisser un pays digne à nos enfants et à nos petits-fils. Alors, docteur Miakasissa, ce n'est pas, quand je dis vous prêchez dans le désert, en fait, je dis parce qu'il faut qu'on échange, mais ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est possible. Si je représente sur, comme ça, là, un plan orthonormé comme ça, les mathématiques, ça faisait aussi dans l'espace, hein? Donc, un plan orthonormé comme ça, hein, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. En haut de l'axe des ordonnées, il y a intégration. Quand on s'intègre, on s'appelle tout le monde, on s'assoit ensemble. Et en bas de l'axe, il y a l'exclusion, c'est-à-dire qu'on exclut des gens. Sur l'axe des abscisses, à droite, on va mettre la démocratie. Et à gauche, on va mettre la dictature. Vous voyez qu'il y a 4 plans là. Et ce qui est intéressant serait ce qui est à droite, parce qu'en haut, il y a l'intégration et il y a la démocratie. Et ce carré-là, ce serait le carré que nous avons besoin. Que les gens s'asseyent, un peu comme vous le pensez, qu'ils aient le courage, mais tout en sachant que, en ayant ce courage-là, il y a plein de plumes qui vont tomber. Hein? Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que ce sera un espace où ils n'ont pas le monopole, où ils n'ont pas la légitimité des délibérations qui pourraient être données et qu'ils soient prêts aussi à subir, parce qu'il y aura ce qu'on appelle la reddition des comptes, c'est-à-dire rendre compte chaque fois qu'on a eu des responsabilités à faire. Donc, à ce moment-là, s'ils ont le courage de le faire, les problèmes peuvent être réglés de la manière la plus simple. Et M. Denis Sassou Nguesso pourra terminer aussi sa vie dans son village natal à partir du moment où on aura pris des délibérations fortes de préserver sa vie et qu'il lâche le Congo-Brazzaville serait organisé. Mais seulement, est-ce que M. Sassou Nguesso est capable d'une chose pareille? Je ne pense pas. Mais il pourra peut-être nous étonner. Vous n'avez aucune Quand on réaction à ce est que je viens de dire, le docteur Miakasissa, puisque pour aller dans votre être sens. responsable, c'est rendre des comptes. Donc, personne ne va pouvoir s'exonérer de sa gestion. Parce que nous savons tous ce qui se passe. Donc, être responsable serait rendre des comptes. Mais ce que nous ne voulions pas faire, ce sera la chasse aux sorcières. Non. Mais c'est ce que je dis. Oui. Parce C'est qu'à ce que je dis. à un moment donné, il faudra
pardonner sans pour autant oublier pour pouvoir construire le futur. Mais on a pardonné en 92 après la conférence nationale et pourtant on a pardonné Mais avec le oui, lavement des mains. Les gens oui, sont montés mais sur leurs grands chevaux là. il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais maintenant, on va se servir de ça pour aller de l'avant. On va dire plus Parce jamais. que l'un des griefs qu'on donne à Pascal Lissouba, c'est d'avoir laissé Sassou Nguesso se réorganiser et faire ce qu'il a fait. Et si, voilà, s'il fallait frapper, Sassou Nguesso serait en prison. La preuve, Maurice Nguesso et Itio Setumba qui ont été appelés, vous voyez les vagues que ça a soulevées à Oui, mais l'époque. ça, on peut le dire, le mal du peuple congolais, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Parce que tout tourne autour de lui. Ça, on le sait. Bon, maintenant, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il faut qu'on lui dise que le Congo appartient à tous les Congolais. Nous avons ce pays en partage, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le reste, moi, ce n'est pas mon problème. Mais il faut qu'on aille de l'avant. Monsieur Denis Sassou Nguesso est resté 40 ans au pouvoir avec une gestion catastrophique, parce il y a beaucoup de Congolais qui ont perdu la vie, pas seulement à cause de la guerre, mais aussi à cause de la gestion quotidienne des affaires étatiques. Parce que quand vous allez à l'hôpital, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien pour pouvoir poser un diagnostic correctement. C'est un problème. Mais moi, je ne désespère pas parce que je dis toujours, j'ai été dans le cabinet de M. Denis Sassou Nguesso. J'ai travaillé Oui. au Congo Brazzaville. Mais je sais qu'il y a beaucoup de talents au Congo. Et si nous nous mettons tous ensemble, nous ferons du Congo. Il y a certains qui n'ont pas pu le faire. Nous ferons peut-être du Congo la petite Suisse de l'Afrique. OK, mais c'est très bien. Mais écoutez, monsieur Biakassissa, merci beaucoup. On retiendra quand même que, mais bien sûr que la jeunesse représente quelque chose de très important, de crucial dans une nation, et que tout rapport à la jeunesse renvoie quand même au fait qu'il s'agit d'une force motrice pour une société. Ça représente un vrai capital humain. Ça représente aussi dans la participation politique un élément très important. Dans l'innovation technologique, quand on voit un peu les images que nous recevons là, les petits Chinois là, les petits Asiatiques, les petites mains au travail dès le jeune âge, et de l'autre côté, souvent on représente les sociétés congolaises en train de passer le temps à du banditisme et aussi à la musique, à la danse et à l'oisiveté. C'est quand même des images qui nous poussent à réfléchir, à redonner, n'est-ce pas, de la noblesse à cette jeunesse, à lui redonner, n'est-ce pas, l'espoir dans leur avenir. Mais cela dépend évidemment d'une bonne politique de la jeunesse par la formation, par l'éducation et par les emplois. On peut bien les créer. Je vous donne un exemple. Je suis au Québec depuis un certain temps. Et au Québec ici, figurez-vous, les années 60 ont été très marquantes pour la société québécoise. C'est la décennie du décollage, on traînait le Québec dans la modernité. Et à ce moment-là, ils ont constitué des commissions d'enquête, des groupes de travail qui ont regardé à la loupe tous les secteurs de la vie socio-économique ici au Québec, notamment le rapport parent, par exemple, des années 60, 63, je pense. Eh bien, ils ont focalisé sur l'éducation. Ils ont fait appel à tous les experts de ce champ-là, de toutes les origines. Ils ont fait une radioscopie sur l'éducation et ils ont mis en place ce qu'ils appellent les cégeps. Les cégeps qui sont des centres de formation à finalité professionnelle. Et il y en a plein ici. Et dans ces cégeps-là, on a formé des cadres, on a formé des jeunes avec une finalité professionnelle et qui sont rentrés. Aujourd'hui, ce sont les cégeps ici au Canada, au Québec qui fournissent la plus grosse main-d'œuvre dans le système économique. Et ça fonctionne excellemment bien. Et après, ils ont mis des universités en place. Mais fondamentalement, ces cégeps-là, qui ont un focus sur la vie professionnelle. Donc, il faudra, et puis on leur donne des moyens, docteur Biakassissa, on donne des moyens. Les experts les plus aboutis
là-dedans et qui ont donné au Québec un système éducatif qui est très, très, très fort et très performant, où les jeunes, évidemment, ont de l'avenir dans leur jeunesse. Voilà, Les jeunes, pardon, ont de mais, l'avenir mais- dans leur mais avenir, plutôt, pas dans leur jeunesse. fort de votre expérience au Québec, ce sont des choses qu'on peut implémenter au Congo en essayant d'adapter. Absolument. Ben voilà, ben c'est ce que nous voulons. Donc, nous avons besoin de cette expérience-là. Donc, chacun de nous doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, doit pouvoir apporter son expertise, parce que la jeunesse, c'est notre avenir. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Mais qu'est-ce que nous allons laisser? Ce que nous voulons faire, c'est donner un sens à notre vie. Quand vous avez donné un sens à votre vie, vous avez déjà atteint un but. Voilà. Et notre but, c'est de faire rêver, pas seulement de faire rêver, mais d'apporter le bien-être au peuple congolais parce que Absolument. nous sommes un pays béni de Dieu. Nous avons beaucoup d'argent. Il n'y a pas que ça qui pose un problème. Vous savez, vous pouvez avoir un très bon projet, mais qu'est-ce qui impacte les projets? Ce sont les ressources, soit les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources technologiques. Donc, c'est autour de tout ça là que nous devrions voir qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'on peut faire pour le Congo. Mais on peut avoir toutes les bonnes idées, mais nous savons que le Congo ne vit pas en autarcie. Il faut avoir une certaine légitimité pour pouvoir implanter ces idées. Donc, d'où Voilà. l'accès au pouvoir. Très bien. J'attends pour ça. Parce qu'on peut avoir toutes les bonnes idées du monde, mais tant qu'on n'est pas en responsabilité, on n'est pas légitime devant nos partenaires. Donc, on ne peut pas mettre en place nos idées. C'est tout Très simple. bien. Mais merci beaucoup, docteur Biakassissa, comme à l'accoutumée, de répondre à notre appel. Et j'espère que une autre fois, vous serez toujours disponible pour nous. Alors, il nous reste donc à remercier nos internautes qui nous suivent depuis un certain temps et faites liker nos émissions, envoyez-nous des cœurs. Vous savez, n'est-ce pas, l'importance de ce petit geste-là, c'est pour nous encourager, n'est-ce pas, à continuer à vous fournir, n'est-ce pas, des contenus télévisés en ligne. Merci une fois de plus et nous sommes au plaisir de vous accueillir à une autre émission de Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Merci et au revoir. Merci, M. Georges Gopa.